Bon, mais bonjour, mesdames! Bonjour. Bienvenue à Elle en a fait du chemin podcast. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est la santé de la femme, mais plus précisément la santé de la femme noire. J'aimerais que vous puissiez vous présenter pour commencer. Donc, j'ai avec moi Ariane Métellus. Donc, parle-nous un petit peu de ce que tu fais au niveau de la santé de la femme noire. En fait, je suis premièrement accompagnante périnatale. Je suis consultante et conférencière. Je m'intéresse surtout aux expériences des femmes noires ici au Québec en santé sexuelle et reproductive. Je m'intéresse beaucoup aux violences obstétricales et sexuelles, euh, aux violences obstétricales et gynécologiques, excusez-moi, santé sexuelle et reproductive. Euh, je m'intéresse à ce sujet parce que, à cause de mes expériences de grossesse et d'accouchement, j'ai une formation en musique, donc ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais j'ai été curieuse, j'ai voulu comprendre ce qui se passait dans mes expériences et de là, je me suis dit, mais j'aimerais vraiment accompagner les gens, particulièrement les femmes noires, dans leur expérience. Super, on va pas aller trop loin là-dedans parce que j'ai une question un petit peu plus tard par rapport à ça pour pouvoir un petit peu plus fouiller la raison de ton intérêt pour Parfait. ça, pour le sujet. Et toi, Betty, je pense qu'on s'est rencontrés dans un contexte professionnel. Parle-nous un petit peu de toi et de ce que tu fais au niveau de la santé des femmes, particulièrement des femmes noires. Moi, tout d'abord, je suis infirmière clinicienne spécialisée en périnatalité. Je suis également étudiante à la maîtrise en sciences infirmières. Je suis une passionnée de la science infirmière. Euh, J'accompagne les femmes lors de leur grossesse afin d'avoir une grossesse en confiance et positive. Je les accompagne aussi dans le postnatal pour les soutenir dans l'allaitement. Je m'intéresse aux expériences des femmes en général, leur vécu expérientiel là, dans le postpartum immédiat ou à long terme. J'ai eu une belle maternité, j'ai 3 enfants, donc j'ai envie de partager ça aux autres femmes. Super! Puis ce que je trouve beau aussi, c'est que vous rejoignez là-dedans, dans ce désir de pouvoir accompagner les femmes au niveau pré- et postnatal. Donc c'est pour ça que je pense que je vous ai réunis sur le même plateau. Alors, est-ce qu'il y a une distinction entre la santé des femmes noires versus celle de la femme caucasienne? D'où le thème la santé de la femme noire. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé qui sont distinctifs? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ouais, je vais commencer. Je dirais, en fait, avant de parler de distinction entre la santé de la femme afro et versus caucasienne, faut penser qu'il y a les déterminants de la santé. Donc, il y en a 16 regroupés en 5 catégories et vous allez comprendre pourquoi j'en parle de ça. Donc, moi, je vais les nommer tout simplement. Les déterminants de la santé, c'est important de les comprendre. Donc, on parle de revenus, d'éducation, d'alphabétisme, d'emploi, insécurité alimentaire, de qualité de l'air et de l'eau, donc dans la catégorie de l'environnement physique, logement, aménagement du territoire. Au niveau de l'environnement social, on parle du réseau du soutien social, stéréotypes, exclusion sociale, les caractéristiques, expériences et comportements individuels. On retrouve la prédisposition génétique et biologique, expérience de la petite enfance, habitudes de vie, aptitudes des personnes. En dernier, on retrouve le système de santé et des services sociaux. Donc là-dedans, il y a le progrès biomédical, l'accessibilité, la qualité et continuité des services de santé et des services sociaux. Bien sûr, l'action là, pour promouvoir, prévenir, guérir et soutenir. Moi, je me retrouve surtout dans cette partie de promouvoir la santé des femmes. Donc, on peut comprendre qu'une femme afro qui vit des situations précaires, je veux dire, avec un faible revenu, de l'isolement social, donc c'est bien sûr sa santé, il va y avoir une distinction versus une femme caucasienne qui a pas ce genre de problématique-là. Donc, avant de parler de distinction là, de race, je parlerai surtout de la santé parce qu'une femme afro,
qui a tous les déterminants de la santé bien établis et tout. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de distinction avec la femme caucasienne. J'aimerais juste, avant de te laisser parler, Ariane, la prédisposition génétique quand même a une place, par contre. Oui. Même pour une femme qui n'aura pas nécessairement tous les des facteurs de risque de précarité. Est-ce que Tout à fait. Par exemple, nous, on est dans le monde de la grossesse, la maternité. On va retrouver chez les femmes noires, vont être souvent avoir de l'anémie. Donc, on retrouve souvent chez nos femmes, durant la grossesse, l'anémie falciforme, qu'on retrouve beaucoup aussi dans la communauté afro. L'hypertension, les maladies, c'est prouvé que les femmes racisées ont plus de problèmes de cardiovasculaire. Donc, on en voit beaucoup là, dans nos suivis de l'hypertension artérielle et de la prééclampsie aussi. Donc, c'est sûr que ça nous dit qu'il faut travailler là-dessus. Au niveau de la santé mentale, oui, il y en a, mais les femmes afro ont une résilience, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, que la santé mentale n'est pas toujours dénoncée ou c'est tabou. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas vraiment de chiffres ou de quoi que ce soit là-dessus. Mais si on parle de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, souvent la maladie mentale, c'est le précurseur des maladies physiques aussi, là, de maladies cardiovasculaires. Donc, il faut prendre ça en considération. Très intéressant. Ariane, je te passe le micro avec la même question. Ben, moi, ce que je dirais, ce que j'ai observé dans mes recherches, sur le terrain, dans mon travail, ben, j'aime beaucoup partir du point de vue historique. Donc, quand on parle de l'histoire, par exemple, de la gynécologie, quand on parle de l'histoire en général de la médecine, il y a beaucoup de documentation là-dessus. Comment nos peuples, donc quand je dis nos peuples, c'est les communautés afrodescendantes, ont été utilisés, sur lesquels on a fait beaucoup d'expériences. Donc ça aussi, si on connaît la médecine qu'on connaît aujourd'hui, si on connaît l'obstétrique et la gynécologie qu'on connaît aujourd'hui, c'est parce que on a expérimenté, bon, précisément le docteur Marion Sims, qu'on dit le père de la gynécologie moderne, a fait toutes ces expériences sur des femmes mises en esclavage. Donc, tout ça dans les livres de médecine transparaît encore aujourd'hui. Donc ça a un impact non seulement sur le traitement des personnes dans le système de la santé, mais ça a aussi un impact, le racisme en général. Tu sais, on parle de racisme systémique, puis les gens sont écœurés d'entendre parler de ça, mais c'est une réalité. Si on parle de racisme systémique, si on parle de racisme, l'expérience, tu parlais des déterminants de la santé, il y a des études qui sont sorties récemment et qui démontrent que le racisme a un impact direct sur la santé physique, sur la santé mentale des personnes noires, que ce soit ici au Canada, que ce soit aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Donc, pour moi, c'est vraiment important aussi de prendre ces choses-là en considération et de comprendre pourquoi, non seulement la santé, oui, il y a des facteurs génétiques certainement, mais ça aussi, au niveau génétique, on peut se poser la question, pourquoi les personnes noires ont plus d'hypertension, plus de problèmes cardiovasculaires? Ben, on voit aussi que l'épigénétique, donc c'est-à-dire, c'est pas l'ADN, hein, mais c'est-à-dire ce qui reste de nos expériences et de nos vécus, la transmission générationnelle, on a encore des traces de cette transmission-là dans notre génétique des temps esclavagistes. Donc ça aussi, ça a un impact sur notre santé jusqu'à aujourd'hui. Et là-dessus, il y a un livre vraiment intéressant, Post-Traumatic Slave Syndrome, de Dr. Joyce DeGuy, aux États-Unis, qui a beaucoup écrit là-dessus. Puis je pense que c'est vraiment important de comprendre ça pour comprendre pourquoi il se passe certaines choses au niveau de notre santé physique, de notre santé mentale dans nos communautés. Puis pour aller chercher des solutions, tu sais, on dit tout le temps, il faut connaître l'histoire pour aller de l'avant. Ben c'est exactement ça aussi. Aussi parce que beaucoup
d'études ont été faites sur des personnes caucasiennes, particulièrement les hommes d'un niveau de classe sociale moyenne. Donc, on n'a pas beaucoup de données sur nos expériences à nous en tant que personnes noires. Fait que c'est difficile d'aller vraiment chercher les bonnes solutions et de mettre en action certaines choses si on n'a même pas les données. Surtout ici au Québec, on n'a pas beaucoup de données. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, c'était vraiment important de parler du côté historique pour aller comprendre pourquoi on vit certains enjeux en santé. C'est très instructif, puis je pense que ça nous rentre aussi vraiment dans nos racines et à la racine même aussi de ce que des préjugés, le racisme a eu comme effet qui est beaucoup plus large. Ça a même été modifier notre génétique. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant que tu viens apporter. Et non seulement intéressant, mais c'est quand même quelque chose qui porte à réfléchir. Je voulais juste m'assurer que j'ai bien compris la dernière partie. Tu parlais des études qui ont été faites sur l'homme blanc, c'est ça? En fait, c'est que si tu parles... il y a beaucoup de... Tu sais, quel exemple concret je pourrais prendre là? Oui, qu'on puisse comprendre, parce qu'on parle de santé de la femme noire. Oui, mais c'est parce que si on veut traiter quelqu'un, OK? Là, je te donne un exemple très vague. Oui, là, très base. Allez faire vos recherches. Ouais. Mais si on parle, c'est un exemple, Ouais. si on parle, par exemple, de maladies cardiovasculaires, OK? On sait que, en termes généraux, il y a une différence entre une femme qui va faire une crise cardiaque, les symptômes vont être différents, qu'un homme qui fait une crise cardiaque, les symptômes sont différents. On le sait. À la base, oui. À la base, on le sait. Maintenant, on l'a découvert plus tard que on se basait sur les symptômes des hommes. C'est pour ça que beaucoup de femmes, par exemple, on ne détecte pas assez tôt. Tu sais, je ne suis pas médecin, là, mais j'ai lu, puis vous pourrez corroborer. On peut corroborer, oui. On l'a su beaucoup plus tard que les femmes avaient des symptômes différents. Oui. Les femmes qui souffrent, par exemple, de crise cardiaque vont peut-être avoir plus de... Ça va peut-être être plus grave parce que détecté plus tard. Ben, on peut appliquer ça à plusieurs domaines de la santé. Ah, là, je comprends. Parce que, à la base, la référence, c'est l'homme blanc d'âge moyen, de classe sociale moyenne. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Parce que la référence, souvent, dans tout, souvent, c'est l'homme blanc. Là, je comprends bien parce que, effectivement, c'est la femme qui fait une crise cardiaque, c'est plus des douleurs souvent épigastriques, c'est plus au niveau gastro-intestinal qu'elle va avoir des symptômes. Ça peut sembler bizarre parce qu'on va penser que c'est un problème au niveau du ventre. Et en plus, le fait que nous, en tant que femmes noires, nos symptômes sont souvent pas toujours bien reconnus. Et souvent, on va traiter la femme noire différemment qu'on traiterait la femme caucasienne, en pensant qu'on a une plus grande tolérance à la douleur. On peut nous laisser végéter dans notre douleur plus longtemps. Ce sont des phénomènes que j'ai pu voir même au sein même de mes environnements de travail. Donc, je pense que c'est même pas... Je pense que c'est vraiment important qu'on parle de ces choses-là, de mentionner les faits, tu vois? Parce que ce que j'ai remarqué, surtout ici au Québec, c'est que on va souvent nous dire, ouais, mais où tu vas chercher cette information-là? Il faut pouvoir prouver qu'on vit certaines choses parce qu'on le sait. Au sein de nos communautés, on sait que le traitement est différent. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir des recherches, des données. Il commence à en avoir de plus en plus. Mais tu sais, ce que tu disais par rapport à la douleur qui est supposément plus tolérée chez les femmes noires, bien, il y a eu, en France, je pense, ils ont demandé à des résidents en médecine si eux pensaient que les personnes noires toléraient plus la douleur. Et la majorité ont répondu que oui. Mais ça, ce sont des billets qui existent encore aujourd'hui parce que c'est enseigné de la sorte. Donc, il y a beaucoup de billets, il y a beaucoup de préjugés, mais c'est parce que c'est enseigné comme ça. Et si je peux me permettre... Oui, vas-y. Il y a... Je ne sais pas pourquoi, ben, il y a tellement de phénomènes en ce moment, puis de violences, notamment les violences policières. On regarde dernièrement, là, il y a eu ce jeune homme qui s'est fait tuer aux États-Unis. C'était des hommes noirs, des policiers noirs. Là, tout le monde commençait à des policiers noirs. Mais c'est parce que pour moi,
c'est là où se fait la distinction de racisme systémique. Voilà. Les personnes travaillent dans un système. Donc, si on t'enseigne, que tu sois noir, que tu sois arabe, peu importe, si on t'enseigne quelque chose, ben c'est ce que tu vas transmettre ou c'est comme ça que tu vas soigner les gens, avec les préjugés, avec ce qu'on t'a enseigné. Maintenant, c'est sûr que si toi, tu es informé, si tu es moindrement sensible aux réalités de certaines communautés, tu vas aller te former. Mais à la base, il y a aussi un travail à faire au niveau des cursus, des programmes d'études, bref. I could go on and on and on. Mais, non, mais c'est bien de le mentionner parce que c'est le but aussi de ce podcast-là. Parce que je veux vraiment qu'on aille au point de vue informatif. Et déjà, au départ, tu as nommé des choses qui... Et moi, ça m'a ébranlé. Je savais pas que notre épigénétique... Moi, je pensais que c'était juste inné en nous. Mais je savais pas que ça venait même de l'esclavage. Il y a certaines maladies, ouais, certaines maladies venaient de là. Donc, c'est incroyable quand on y pense. Mais comme tu disais tantôt au niveau de la recherche, là, justement, on devrait encourager les femmes noires à participer aux recherches parce qu'elles ne participent pas. Donc, c'est normal qu'on a des traitements qui ne sont pas adaptés à elles parce qu'on n'a pas de données sur elles. Donc, il n'y a pas de données. Je pense que avant de mettre la responsabilité sur les... C'est quelque chose, parce que je travaille aussi en recherche. Et oui, effectivement, c'est très difficile d'aller chercher les femmes dans nos communautés puis de les faire participer aux recherches. Avant de mettre la responsabilité, cependant, sur les femmes de nos communautés ou sur nos communautés qui ne participent pas, il faut aussi, puis moi, c'est tout le temps historique, il faut aussi comprendre. Il y a comprendre qu'à un certain moment, on est aussi tanné de répondre à vos questions, puis qu'est-ce qui en découle? Quelles sont les actions concrètes qui sont mises en place pour notre bien? Est-ce que quand on fait des recherches, c'est juste pour dire, ah ben là, on fait des recherches, on a nos chiffres et tout? Il y a ça, mais avant ça même, en amont, qui finance ces recherches-là? C'est maintenant, là, c'est dernièrement que, ah oui, c'est devenu populaire, là, de parler des réalités des communautés noires. Donc là, on sort du financement et tout. Mais il y a tellement... Tu sais, je veux dire, moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur ces enjeux-là. Moi, quand j'ai commencé là, à travailler sur ces enjeux-là, on me regardait... Au sein de nos communautés, on me regardait comme un extraterrestre. Ah, toi, puis tes histoires de racisme, toi, puis tes histoires de ci. On m'a même dit que je faisais du communautarisme parce que pourquoi je fais un événement juste pour les personnes noires et tout. Ça, c'est au sein de nos communautés. Imagine, ça fait pas si longtemps que ça, là, une dizaine d'années. Alors imagine, là, les gens commencent à comprendre puis à dire oui. Donc, je pense que oui, il faut inciter les gens de nos communautés, mais il y a tellement de travail à faire en amont. Il y a tellement de travail à faire autour et de sécuriser aussi. Je donnais une conférence récemment, puis je disais, mais en recherche, là, c'est bien beau de vouloir avoir des chiffres, mais il faut pas... Comment j'ai dit ça? J'ai dit, il faut pas que le lien qu'on essaie de créer avec les communautés afin de recueillir des données soit perçu comme de l'opportunisme. Because at the end of the day, qui va vraiment bénéficier de ces recherches-là? Est-ce que c'est pour la renommée d'un chercheur? Est-ce que c'est pour dire, regardez ce que j'ai fait comme recherche? Ou est-ce que c'est vraiment pour que l'information soit transmise aux communautés et qu'il y ait un plan d'action concret? Il faut que ça serve aux communautés. Oui, tout à fait. Ça ne peut pas être juste, on fait de la recherche pour faire de la recherche. Et il y a de plus en plus de recherche partenariale. Tout à fait. Puis ça, je pense que c'est important, puis il faudrait qu'il y en ait de plus en plus. Dans la société qu'on vit, ils veulent des chiffres. Il faut pouvoir financer quoi que ce soit. Ouais. Donc, on le voit dans le réseau de la santé. Avant de financer, peu importe le projet, peu importe, il faut des recommandations. Et ces recommandations-là doivent être basées sur la science. Et la science, bien, c'est la recherche. C'est des participants qui portent leur voix, qui nous permettent d'analyser les problématiques pour ensuite aller l'amener à qui de droit, mais rendu là, nous, on a fait notre travail. C'est publié, c'est là, c'est disponible. Il faut que quelqu'un s'intéresse à ça, justement, pour pouvoir faire des actions. Voilà.
Mais vous êtes des porte-voix, mesdames, puis je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est important à souligner. Puis les raisons aussi qui sont derrière, parce que ça nous permet de changer un petit peu l'approche qu'on a envers nos communautés. Alors, comment est-ce que, tu sais, si je veux surfer sur la même vague puis aller dans le même sens, comment est-ce qu'une femme afro pourrait être soignée pour se sentir épaulée, pour se sentir écoutée, pour se sentir comprise? C'est sûr que dans le système de la santé, moi je suis dans le système de la santé, dans les hôpitaux, on utilise des approches, toutes sortes d'approches. On est supposé de les utiliser. Je ne sais pas si c'est toujours fait, mais pour pouvoir uniformiser, pour qu'on puisse avoir la même approche, qu'on peut dire humanisme, envers la population. Moi, je vais parler pour moi. En éducation, j'utilise l'autonomisation, l'approche d'autonomisation qui est en fait l'empowerment. Je trouve que c'est une super belle approche en éducation. Là. Ça vient aussi de la politique, tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment pour maximiser les connaissances. Tu sais, les femmes noires, là, on a des connaissances, on a tout ce qu'il faut, en fait. On a de l'expérience, on a tout, mais souvent, on ne donne pas de l'importance à ce qu'on a. Donc, l'empowerment va permettre à ce moment-là d'avoir le contrôle un peu, là, le résultat final. Mais c'est vraiment, ce que c'est maximiser les connaissances, les compétences, une prise de conscience accrue des valeurs, des besoins. Il faut connaître nos besoins chez la personne pour qu'elle puisse prendre en charge ses soins, parce qu'il faut qu'on prenne en charge nos soins. On ne peut pas se déresponsabiliser. Tout à fait. De répondre à ses propres besoins, que ce soit physique, là, c'est aussi la santé physique, psychologique, émotionnelle, spirituelle. Donc, pour atteindre un état de bien-être optimal, c'est le but. Donc, il y a 4 composantes là, lorsqu'on parle d'empowerment, et ces 4 composantes-là doivent être en interaction. Donc, pour qu'il y ait empowerment, il faut ces 4 composantes, et ces 4 composantes doivent être en interaction. Donc, c'est un processus. Donc, on parle de la participation. Okay. Donc, on participe. La participation, ça génère du pouvoir. Donc, ça nous encourage aussi à prendre des décisions en participant. Ensuite, il y a la compétence. Donc, on parle de compétences, on parle de connaissances, les habiletés qui permettent d'une part de participer et de notre part, d'exécuter, de faire l'action. Ensuite, il y a l'estime de soi. Et c'est vraiment une transformation psychologique qui annule toutes les évaluations négatives antérieures, intériorisées aussi. En dernier lieu, il y a la conscience critique. Ça, c'est vraiment l'empowerment. Là, la conscience critique, c'est le développement d'une conscience qui permet de réduire l'autoculpabilisation. Et finalement, accepter sa responsabilité personnelle aussi, là. Juste pour que ça soit concret, là, pour les personnes qui nous écoutent. Oui, s'il te plaît. Ça en prend 5 étapes, je veux dire. Il faut ces 5 étapes-là. Premièrement, c'est d'identifier un problème. C'est quoi la problématique? Ça peut être n'importe quoi. En postpartum, par exemple, il pourrait y avoir de l'anxiété. Ça peut être dû à la grossesse, au nouveau-né, aux soins du nouveau-né, à l'allaitement. Donc, souvent, on a des femmes qui vivent de l'anxiété. Ça peut être de l'anxiété aussi qui était déjà connue, là, qui fait partie de la personne. Donc, étape 1, on identifie le problème. Donc, il faut le nommer. Donc, je vis de l'anxiété. Et il faut évaluer l'impact du problème. Il faut l'évaluer. Qu'est-ce que ça a comme impact sur ma vie quotidienne? Ensuite, identifier ses sentiments. C'est bien important d'être près de ses sentiments. Encore là, on nomme le sentiment. Est-ce que je me sens stressée? J'ai peur? Donc, il faut le nommer. Puis aussi voir quel impact que ça a aussi sur l'impact du problème. Ça, c'est étape 2. Étape 3, on parle d'élaboration d'un objectif. Donc, il faut établir un objectif dans un climat favorable. Il faut analyser les avantages et les inconvénients et identifier les ressources personnelles, parce qu'on a des ressources personnelles. Exemple, une femme qui est spirituelle, qui vit de l'anxiété, si la prière, ça l'aide, utilise-le, ne rejette pas ce que tu as. Si le sport, si le fait d'être avec ton bébé. Donc, il faut identifier les ressources personnelles qui nous permettent de surmonter ça. Ensuite, 4e, établir un plan d'action. Là, on est dans le plan d'action, c'est-à-dire identifier les stratégies possibles, identifier les options possibles
Et il faut aussi mettre en place des conditions. Il faut que ça soit un succès. Il faut faire un contrat. Parce que notre but, c'est de réussir. Il faut aussi se donner des récompenses aussi. Et en dernier lieu, bien sûr, évaluer les résultats. Donc, est-ce qu'on a atteint les résultats? C'est ces 5 étapes-là, peu importe la problématique, c'est comme ça qu'on atteint l'empowerment. Bien sûr, il y a tout un travail là, qu'on voit psychologique, il faut prendre le contrôle, il faut se responsabiliser, il ne faut pas attendre à ce que les autres, parce que les femmes noires, je ne veux pas généraliser, mais on peut aller à l'hôpital pour un problème, puis on s'attend à ce que le professionnel, qui possiblement a des préjugés, comme qui dit qu'il a des problématiques lui-même, on s'attend à ce qu'il nous règle notre problème. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mais souvent, on va consulter lorsque le problème a grossi, ou des fois aussi, même si on va consulter plus tôt, ça arrive aussi que il a tellement pas été compris que ça s'est envenimé aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est pour ça que l'empowerment, moi, je trouve qu'il est important parce qu'à un moment donné, on reprend son pouvoir, puis lorsque ça fonctionne pas, on n'a pas peur d'insister et de voir aussi avec nos ressources intérieures qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer la situation. Mais il y a des moments aussi, on a tellement fait avec nos propres ressources qu'après ça, lorsqu'on va chercher de l'aide, il peut y être trop tard aussi des fois. Fait qu'il y a ça aussi. Et donc là, ça génère une panique qui fait que on va vouloir se tourner trop. Et là, bon, c'est là que ça dégénère, quoi. Tout à fait. C'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde, on s'entend. Mais des femmes qui ont des maladies chroniques, le diabète, qui vivent... tu sais, comme je vous dis, la santé, là, c'est large. Là. La santé, c'est pas pareil pour tout le monde. Tu sais, il faut comprendre qu'il y a la santé, comme on a vu, psychologique, physique, émotionnelle. Quelqu'un qui peut être en bonne santé peut se dire oh, « je suis pas en bonne santé Il y a aussi... donc, c'est ça, la santé, c'est large, c'est large. Quelqu'un qui a amputé d'un bras peut se dire qu'il est en santé. Nous, on dit, oh, il n'est pas en santé, mais il s'adapte parce que c'est de s'adapter à notre situation, c'est de trouver des outils pour continuer. Donc, l'empowerment va te permettre d'avoir le contrôle, que même si tu fais du diabète, tu as des maladies, mais tu continues à vivre, tu as le contrôle, tu sais où aller chercher les informations, tu as les connaissances, tu as les habiletés. Lorsque tu as la douleur, ben, tu sais quoi faire pour soulager la douleur, tu sais qui appeler, qui peut t'aider. Donc, c'est toute une prise en charge là, de sa santé. De sa propre santé, oui, c'est sa propre santé. Là, je comprends mieux. Et toi, comment tu peux rebondir là-dessus, Ariane? Moi, ce que je peux dire, donc là, tu sais, Betty parle beaucoup de empowerment. C'est super important. Je pense qu'il y a plusieurs volets, puis je pense qu'il faut que tout ça soit pris en considération ensemble. Moi, il y a un truc, il y a l'individualisation de la santé, donc des problèmes ou des solutions, selon comment on le perçoit et l'angle avec lequel on l'approche. Mais il y a aussi, je trouve, il y a une responsabilité collective aussi. Okay. Il y a la responsabilité collective. Donc, comment je fais pour savoir où aller chercher les ressources, par exemple? Oui, on va me dire, ben là, il y a des ressources, va les chercher, mais comment je sais que ces ressources existent? Donc, c'est là où moi, je trouve que la communauté collective, la collectivité, puis je parle de tous les paliers, là. Je parle des paliers gouvernementaux, je parle de la politique, je parle du communautaire, la famille. Il faut que tous ces acteurs-là soient engagés pour soutenir. Je veux dire, tu sais, quand on dit « it takes a village » pour élever nos enfants, de la même façon, c'est comme si, une fois que tu n'es plus enfant, là, on perd ce sens de communauté, on perd ce sens de faire ensemble pour... Si toi, tu avances, on avance. Donc, ce soutien-là, je pense aussi, il est perdu à différents niveaux. Puis je pense que c'est important pour qu'une personne puisse se sentir empowered ou qu'elle retrouve cette autonomie, ben, il faut qu'il y ait eu ce travail collectif-là qui a été fait aussi parallèlement, en même temps, en amont. Mais je pense qu'on ne peut pas juste compter justement sur la collectivité parce que, tu sais, tout à l'heure, tu as dit
tout à l'heure, qu'est-ce que tu as dit? On peut pas aller puis penser que lui, parce il a sûrement des préjugés et tout, qu'il va régler tous nos problèmes. Non, peut-être qu'il va pas régler tous nos problèmes, mais sa responsabilité à lui, c'est de régler mon problème. À la base, c'est de dire, de diagnostiquer, de me référer, tu comprends? Donc, je pense que en tant que personne, nous avons notre travail à faire individuellement, mais collectivement, il y a certainement un travail à faire aussi pour favoriser et faciliter mon autonomie ou the empowerment, tu vois. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur justement l'autonomie, comme des échelles d'autonomie, comment l'autonomie est prise en considération dans les soins, justement. Tu sais, ça, c'est des choses qui sont documentées, oui, certes, mais comment est-ce que aussi... C'est facile de dire, moi, là, je peux avoir toutes les connaissances que je veux, pour moi, pour mon cas à moi. Mais comment est-ce que mon autonomie est respectée une fois que je suis à l'hôpital, ou une fois que je suis à la clinique, ou une fois que je suis devant un professionnel? Est-ce que ce professionnel-là va respecter mon autonomie, va respecter, comme tu disais, mes connaissances, mes valeurs, ce que j'ai déjà à l'intérieur de moi? Il y a ça aussi là, à prendre en considération. C'est bien beau de dire, I'm going to be empowered, I'm empowered, j'ai mon autonomie, j'ai mes connaissances, je suis préparée. Mais c'est après ça, quand j'arrive, puis je me dis préparée, puis que la personne en face de moi n'est pas capable de respecter cette autonomie, ben on part à zéro, là. Donc c'est un travail collectif. Il y a beaucoup d'éducation à faire des deux côtés. Ouais. Puis je pense qu'il faut vraiment miser aussi sur des gens comme toi qui vont faire l'éducation, qui vont faire l'accompagnement, mais il y a aussi l'éducation à faire de l'autre côté, de ces personnes, personnels de la santé, les politiciens, tout le monde, qui doivent aussi reconnaître notre savoir expérientiel. Puis ils doivent le comprendre. Donc pour moi, c'est un comprehensive. En anglais, on appelle ça comprehensive approach. Fait que je pense que c'est vraiment une approche compréhensive. Donc comprendre la personne qui est devant soi aussi. Et donc les compétences culturelles sont très importantes aussi. Je pense que ce mot-là n'a pas été nommé. Bon, je me permets de le sortir en tant qu'animatrice. J'en revenais avec compétences culturelles. Sécurité et compétences culturelles. C'est une chose d'avoir les connaissances, donc la compétence, mais c'est une question aussi de faire sentir... Je donne souvent cet exemple-là. J'ai souvent entendu... Moi, je connais ce monde-là parce que moi, j'ai travaillé souvent avec ce monde-là. Donc, techniquement, tu as la compétence parce que tu as déjà travaillé ou tu as suivi des formations. Mais est-ce que tu as le côté sécurisation ou sécurité culturelle? Puis ça, quand je parle de sécurité culturelle, comment tu mets les gens en confiance? Comment les gens sont en confiance? Tu peux avoir un pedigree, là. Tu as été étudié en Afrique, tu as fait des stages en Afrique, parce que c'est un peu ça qu'on nous sort, là. Tu as travaillé avec les communautés marginalisées ou dans des situations précaires ici, OK. Mais est-ce que tu es capable de transmettre ça de façon à ce que moi, faisant partie d'une minorité visible, je me sens assez à l'aise d'aller vers toi? C'est là qu'on parle de sécurité. Compétence, c'est super important, mais il faut que la sécurité aussi vienne avec. Tout à fait. Les études l'ont démontré clairement qu'il y a un manque de compétences culturelles auprès des professionnels envers les femmes, surtout lors de l'accouchement. Il y a un manque. Oui, puis je pense que le fait que ça a été dit, donc là, ils vont trouver des solutions pour mettre en place cette approche sécurisante-là. Puis l'approche empowerment, comme tu disais, que oui, ça vient de nous, même si on arrive, on est prêt et tout, et que... Parce que le milieu, justement, doit avoir une approche. Tous les milieux, les organisations ont une approche, que ce soit le caring, l'humanisation, peu importe, il y a une approche. Et c'est pour que, justement, le professionnel ne s'éloigne pas de cette approche-là, ne prend pas sa propre façon de faire pour pas soigner quelqu'un d'une façon alors qu'une autre infirmière va soigner à ça. Non, on veut pas ça, on veut que ça soit standardisé, harmonisé. Donc, pour ça, il faut que tout le monde utilise la même approche. Donc, la plupart des approches, c'est sûr que tous les hôpitaux ou les milieux n'utilisent pas nécessairement l'empowerment, mais l'empowerment fait partie, c'est une approche qui est un sous... il fait partie de tous les autres, en fait, la plupart des autres grandes approches de l'humanisation, les soins centrés sur la personne, patient partenaire, donc les relations de partenariat. Donc, l'empowerment, l'autonomisation est toujours là parce que c'est ce qu'on veut. On veut que la personne
soit autonome, la personne a besoin d'accompagnement. Donc, les femmes, on les accompagne, on leur donne des outils, on leur donne, mais on demeure disponible pour les accompagner, pour qu'ils puissent continuer à être autonomes parce que c'est ça, ils ont besoin, ils ne peuvent pas faire ça nécessairement toutes seules. Comme on a vu encore dans les déterminants de la santé, il y a l'aptitude. Et c'est pas tout le monde. Il y en a qui n'ont pas besoin, il y en a qui n'en ont pas besoin que le professionnel ait une approche quelconque parce qu'elles ont confiance en elles. Elles savent, elles ont vraiment pas mal toutes, mais il y en a qui n'ont pas tout ce qu'il faut, mais qui ont besoin qu'on les apprenne. Le processus est un peu plus long à être enclenché. Donc, le mot accompagnement aussi est très important. Moi, je pense qu'il y a ça aussi. Donc, lorsqu'elles sont plus vulnérables, elles doivent être capables de le reconnaître et de pouvoir aussi aller chercher un accompagnement. Et peut-être que cet accompagnement peut être présent avec elles, justement, cette accompagnante ou cet accompagnant peut être présent avec elles lors des rendez-vous médicaux, exemple. C'est la nouvelle façon de faire parce qu'avant, on change de paradigme. On est dans le paradigme de la transformation. Donc, on accompagne. On ne fait pas pour les gens. Je ne fais pas pour toi. Je t'accompagne dans ton processus de guérison, mais je ne vais pas te guérir. Je ne le fais pas à ta place. Je ne suis pas aidante à ce moment-là. Parce que quand je ne serai plus là, comment... Donc, je vais essayer avec toi d'identifier les ressources disponibles, qui est là. Toi-même, trouve tes propres, mais je suis là, je t'accompagne, mais on ne fait pas pour. Très bien. Bon, alors, dans un autre ordre d'idée, donc, Ariane, tu es activiste, une ardente défenseur de la cause des femmes afrodescendantes en matière de soins. Quelle expérience est-ce que tu as vécue qui a allumé cette flamme-là en toi? Tu en as parlé un petit peu en te présentant. C'est tes expériences qui ont fait que, comme... Tu es rentré un petit peu dans ce monde-là, mais brièvement, si tu pouvais nous décrire un petit peu ça, là. Ben, c'est ça, je l'ai nommé en début. Ben, moi, j'ai eu des expériences plutôt traumatisantes. OK. Les grossesses, en général, sauf la dernière, se passaient relativement bien, sur le plan physique, bien sûr. Mais les accouchements, bon, faut dire que j'ai eu 5 césariennes, moi. Et, mais à chaque fois, en fait, c'est que à chaque fois, quand je suis tombée enceinte de mon premier, je me suis comme pas posé de questions. Puis il faut dire que ça fait... mon fils a 15 ans. Hein. Je me suis pas posé de questions. Pour moi, ça allait de soi. Ben, je suis enceinte, je vais accoucher. Tu sais, oui, il y a des cours prénataux. Je suis allée au CLSC, j'ai suivi mes cours prénataux. C'est sûr que les méthodes dites alternatives ou plus naturelles ou le mouvement d'humanisation des naissances n'était pas vraiment mainstream, du moins dans nos communautés, puis de toute façon en général, là, parce que peu importe la personne, quand moi j'ai suivi ma formation il y a 10 ans d'accompagnement à la naissance, tout le monde me demandait c'était quoi, là. Donc, que ce soit une personne blanche ou une personne noire, c'est de plus en plus populaire, oui, effectivement. Populaire ne veut pas dire accessible, mais ça, c'est une autre discussion. Donc, c'est un peu, moi, ça allait de soi. J'allais accoucher. Ben non, je suis arrivée à l'hôpital, il s'est passé plein de trucs. Bref, ça a fini en césarienne. Après, j'ai voulu avoir un AVAC, un accouchement vaginal après césarienne. Mais encore là, pour moi, c'est, OK, ben, je suis enceinte, ben, je peux essayer, puis je vais essayer. Mais j'avais pas les connaissances ou j'avais pas l'information pour me dire, ben, tu sais, un AVAC, ça se prépare. Tu prépares ton corps et tout. Donc, j'avais pas ça. Je vous épargne les détails. 3e, je me suis battue encore pour un AVAC 2C. À ce moment-là, j'avais un petit peu plus de connaissances. Mais c'est sur ma 3e que j'ai suivi ma formation d'accompagnement à la naissance parce que j'étais suivie en ostéopathie. Elle m'a dit, je posais tout le temps des questions, je posais plein de questions. Ben là, comment ça se fait que j'apprends des choses maintenant? Je ne savais pas sur mon premier. Puis c'est comme ça qu'elle m'a dit, ben, il y a une formation d'accompagnement à la naissance. Peut-être que tu ne deviendras pas accompagnante, mais ça va peut-être t'éclairer sur toi, ton vécu. Puis c'est comme ça que je suis allée suivre la formation. Au début, moi, mon but, quand j'ai suivi la formation, c'était une révélation. Je vais comme, OK, je n'étais pas si folle que ça finalement. Puis après, moi, je voulais... en fait, ce qui m'intéressait, c'est d'accompagner des femmes qui voulaient un AVAC. Puis ma formatrice m'a dit, ben c'est le fun, toi, tu vas pouvoir travailler avec ta communauté. Mais
elle a dit ça. Je l'aime beaucoup, cette femme, hein, mais en même temps, je me disais, mais est-ce qu'une infirmière qui va suivre un cours, sa formation, est-ce que c'est pas parce qu'elle est noire, elle veut soigner des noirs? Tu sais, comme, j'avais pas ça, tu vois. Et quand, mais après, j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait des disparités. J'ai compris qu'il y avait un manque d'éducation, il y avait un manque d'information dans nos communautés, que il y a quelque chose qu'on ne comprenait pas ou auquel on n'avait pas nécessairement accès facilement. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressée à la santé des femmes noires. Je trouve ça beau. Puis en plus, tu as participé à un reportage sur Enquête. Oui, oui, sur les stérilisations forcées, effectivement, parce que, ben oui, je suis accompagnante, donc mon background en premier, en périnatalité, c'est l'accompagnement à la naissance, mais après, j'ai développé aussi de la consultation, j'offre des conférences et de l'accompagnement aussi pour les personnes qui voudraient, par exemple, porter plainte, mais parce que ce qu'on ne comprend pas là, c'est que c'est pas facile de porter plainte. Donc, il y a la partie administrative, oui, on peut t'accompagner, mais il y a aussi le côté émotionnel. Donc, je fais un peu la même chose, de l'accompagnement, de l'information, mais j'ajoute vraiment la partie, tu peux m'appeler si tu as besoin d'en parler, on peut avoir des rencontres, je peux t'accompagner à tes rendez-vous. Tu sais, il y a tout ça aussi, on a besoin de ce soutien-là. Donc, j'ai développé ça aussi. Parfait. Parce que, c'est ça, il y a une femme qui est venue me voir, puis elle, c'est après qu'elle a découvert qu'elle s'était fait faire une ligature des trompes sans son consentement. Et puis je l'ai accompagnée pendant près de 2 ans dans ces démarches. Donc, c'est quoi le nom de ton entreprise? Mon nom, Ariane Camétellus. Je suis à mon compte. Je n'ai pas encore de nom d'entreprise. Parce que j'ai des projets, j'ai d'autres projets, mais je suis à mon compte. Très bien, intéressant. Puis, Betty, toi, de ton côté, parle-nous un petit peu. Moi, j'ai une petite question pour toi, puis juste pour bientôt terminer cette super belle rencontre qu'on a. Est-ce que tu trouves qu'il y a une disparité pour les femmes afrodescendantes en matière d'accessibilité aux soins de santé? C'est une grosse question, par contre. C'est une grosse question parce que c'est un enjeu de la société en ce moment. Là. On ne va pas se le cacher. Là. Imagine, c'est déjà un enjeu pour toute la société. Imagine pour les femmes. Justement, il y a des études qui le prouvent en Ontario, aux États-Unis. Bien, ce pas des études qui sont faites ici, hein, mais tu sais, ça se ressemble pas mal. Donc, tu parlais tantôt de racisme systémique. C'est sûr que les gens qui ont l'impression que quand ils vont dans une organisation où ils ne sont pas représentés ou qui sont servis par des personnes qui ne leur ressemblent pas, qui ne les comprennent pas, bien, ils ont tendance à moins y aller ou à ne pas... T'sais. Donc, oui, il y a... Tout à fait. Mais je dirais qu'au Québec, quand on se compare, comme on dit, on se console, il y a des choses mises en place. La RAMQ, c'est quelque chose déjà qui nous permet vraiment d'avoir accès parce qu'on ne va pas se le cacher. Ailleurs, il faut payer vraiment pour les soins de santé. Il y a aussi les femmes réfugiées. On a affaire en ce moment, c'est un grand enjeu pour nous dans certains quartiers. Donc, le fait que ces femmes-là puissent consulter librement, c'est un pas, c'est vraiment une bonne chose. Mais en plus, il y a quelque chose un peu contradictoire dans le sens que on dit que les personnes ne consultent pas parce que, bon, soit dans l'organisation, ils sont servis par des personnes qui ne leur représentent pas, qui ne les comprennent pas, comme on parlait de manque de compétences culturelles, quoi que ce soit. Donc, ça fait fuir les personnes, soit à cause des mauvaises expériences. Mais au Québec, il y a quand même 37% des femmes qui travaillent dans les hôpitaux sont des femmes noires. On a vu ça pendant la COVID, qu'il y avait une grosse augmentation des cas de contamination dans la communauté. C'était une des causes, là, c'était vraiment parce que cette population de femmes noires travaille dans les milieux de santé. Elles sont là avec leur altruisme, elles sont là pour aider les gens. Donc, c'est normal qu'il y avait une grande de contamination. Cependant, moi, je dirais aux femmes de ne pas avoir peur d'aller consulter parce qu'ils sont représentés là, dans les milieux de santé, que ce soit par une préposée, une infirmière, un médecin, un spécialiste, peu importe, une travailleuse sociale.
On est là pour, tu sais, dans le sens qu'il y a de l'accessibilité. Il y a les CLSC dans les quartiers, il y a les 100 rendez-vous. C'est sûr que là, il y a un enjeu aussi. Les 100 rendez-vous, il faut avoir accès à Internet, il faut aussi avoir une voiture. Des fois, il faut augmenter le nombre de kilomètres, là, 20 kilomètres, exemple, pour avoir accès à une clinique. C'est accessible. Cependant, il y a l'autre côté, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau, oui, les services sociaux y ont fait ce qu'ils peuvent, mais il y a aussi, une fois qu'on arrive devant le professionnel, qui a probablement des préjugés, qui banalise peut-être ta problématique, parce que justement, c'est prouvé qu'il y a moins de chirurgie chez les femmes racisées, donc les femmes afro-autochtones. Il y a aussi une augmentation de la mortalité infantile aussi. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui le disent. Donc, on peut avoir accès, mais rendu là pour être soigné pour une problématique quelconque, ça se peut que si tu avais des attentes, par exemple, de te faire opérer pour un fibrome de telle grosseur, peut-être qu'on va te dire non, c'est pas possible, donc il faudrait trouver d'autres alternatives ou te référer d'autres choses. Donc, ça, on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus, là, à ce niveau-là. C'est vraiment la personne qui soigne, qui... Ouais. Ou d'être bien accompagné par quelqu'un qui a les connaissances. Oui, ça peut être oui, quelque chose qui aussi, peut... oui, de connaître, quelqu'un mais qui peut d'avoir des connaissances. advocate. Il y a avoir les connaissances, mais aussi des fois, c'est d'être accompagné. Parce que Oui. des fois, tu as ton problème et c'est tellement lourd que tu as besoin de peux pas. quelqu'un d'autre pour parler pour toi à ce moment-là, pour que tu puisses vraiment... parce que souvent, on est pris émotionnellement par la problématique. L'importance de bien se préparer. Des fois, on ne pense pas que quand on va consulter à l'urgence ou on a notre petit bébé qui est malade, on y va comme ça, sans se préparer, sans poser de questions, mais il faut toujours prendre un temps, à moins que ça soit une urgence de vie ou de mort, je comprends, on appelle l'ambulance, on s'y rend rapidement, mais il y a des problématiques qu'on vit, des douleurs qu'on a. Il faut en parler avec nous. Je vois de plus en plus là, dans des pages de Facebook, il y a une communauté, les femmes vont aller consulter. Mais avant, elles demandent de l'aide. Des fois, on peut dire, oh, mais non, c'est pas sur Facebook qu'il faut demander ça. Je comprends, mais en même temps, je dis, non, c'est pas sur Facebook, il faut aller à l'hôpital. Mais si elles sont venues sur Facebook auprès des femmes racisées, afro comme elles, c'est pour pouvoir avoir des conseils, c'est pour pouvoir être mieux outillées à affronter les questions qu'on va leur poser, quoi répondre. Parce que des fois, juste une évaluation de la douleur pour une femme noire, ça peut être complexe. Tout à fait. Quand on te demande sur une échelle de 0 à 10, ta douleur est à combien? Je comprends pas ça. Tu gémis, non? Le gémissement, oui, ça nous dit que tu es souffrant, tu cries, mais ça répond pas. Et la personne qui est derrière toi, si, tu sais, c'est sûr qu'on soigne avec empathie, on donne le temps, mais on connaît le système aussi de santé, on fait de notre mieux, tout le monde travaille fort, mais il faut se préparer. C'est quoi nos attentes? Si tu t'en vas dans la clinique, est-ce que tu y vas pour avoir une prescription? Tu y vas pour avoir un médicament, un billet médical? Pour pas ressortir déçu et tout, faut être capable de l'articuler. Oui, de l'articuler. Qu'est-ce qu'on veut? On est venu pourquoi? Quand on te demande la douleur, elle est où? Est-ce que tu as mal ailleurs? C'est pas on ne peut pas deviner. Tu sais, c'est sûr que comme on parle, les soins culturels aussi, on travaille avec toutes sortes de femmes, de communautés. Ouais. Chacune a leur façon de faire, elles sont uniques. Mais tu sais, des fois, on finit par s'habituer à certaines femmes, à certaines cultures. Mais même à ça, il faut être capable de communiquer, de répondre aux questions, Il faut se préparer. Parce qu'on peut se tromper aussi dans... Oui. Il y a aussi des préjugés qui peuvent avoir lieu dans le sens que une telle personne, puisque telle communauté fait ça, automatiquement qu'elle fait ça, ça veut dire ça, puis des fois, c'est pas ça. Donc, écoutez, le podcast était super enrichissant, mais malheureusement, il faut clore le sujet, il faut clore cette belle émission. Écoutez, je vous remercie vraiment de vous être prêté au jeu, puis ça a été très hautement informatif. Et je suis sûre que notre public va pouvoir trouver des pépites de connaissances. Merci à toi, Jessie, pour l'invitation. Merci, Jessie, pour l'invitation.